Et bonjour, on est donc le jeudi 14 mars, il est 12h31. Je serai avec vous jusqu'à 14h avec différents invités, dont Malika Godi, donc, qui est conseillère numérique, qui va nous parler des formations à destination des entrepreneurs. Une formation qui est 100% financée, donc en lien avec la CCI IG de Guadeloupe. Donc bienvenue sur le plateau, on reviendra avec vous sur ce sujet. Avec Macabre Célia, on parlera de la rencontre et du concours Caraïbes Handi-Danse, donc elle est administratrice fédérale et coordinatrice anti-Guyane des danses inclusives. On verra avec Nathalie Jacobi-Coali, donc notre chroniqueuse, dans sa chronique C'est à vous maître, on parlera de l'adoption aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale du rein au CHU de la Guadeloupe. Et on aura le plaisir de recevoir donc Nadège Montout, qui est infirmière en unité d'hémodialyse, ainsi que le docteur Befanoto Kadou Kaza, donc qui est néphrologue au CHU de la Guadeloupe. Ça, c'est pour nos invités. Pour les titres de l'actualité, on va revenir sur la visite ministérielle donc, de la déléguée aux Outre-mer, donc, qui est en visite parmi nous, qui a pu échanger avec Guy Losbar. Donc on verra les différents sujets qu'ils ont pu évoquer. Il sera aussi question de biodiversité avec ce projet pour la biodiversité Best Life. Donc c'est un programme européen qui permet de soutenir des projets autour de la restauration de cette biodiversité. Il sera aussi question de la 4e édition du concours Talent d'ici qui s'est déroulé sur Carrefour d'Estreland, et on aura donc l'occasion de voir cette édition qui a été remportée par Louisor Lascari. Et on reviendra aussi sur le relais autour du monde, donc, qui est passé par la ville de Sainte-Anne. Donc une course de relais virtuel qui se déroule dans le cadre des Jeux Olympiques. Voilà pour l'actualité. Et on va démarrer donc avec la visite ministérielle donc, qui a eu lieu, qui est en cours justement en Guadeloupe. Elle a pu visiter différents élus et notamment Guy Losbar. Elle a été reçue pour parler de différents sujets, notamment le plan de mandature, le logement avec les difficultés d'accéder à la propriété. Il était aussi de parler des résolutions du congrès des élus, la question de l'eau, différents sujets qui ont été abordés. Olivier Moradel était parmi eux, on voit ce reportage. Avec le président Losbar, on a pu échanger sur de nombreux sujets qui tiennent à cœur du président du département et puis de son assemblée départementale et qui sont importantes pour la Guadeloupe. Peut-être revenir sur deux d'entre eux, Monsieur le Président. Le Président m'a entretenu de la situation du CHU, donc un nouveau CHU qui va être mis en service en septembre avec des investissements colossaux qui ont été faits par l'État, 600 millions d'euros. Donc une réalisation dont on est fier. Moi, je tenais dans ce cadre-là à souligner les efforts que faisait le président en tant que président du conseil de surveillance de ce CHU sur la façon de bien accompagner le nouveau CHU dans le plan de redressement et lui dire que quand ce plan de redressement sera prêt, Monsieur le Président, je crois en mai, de ce que je comprends, je serai attentive aux propositions que vous émettrez. Et puis dans les différents sujets qui ont été évoqués, il y a aussi la question du logement, qui a été un point important évoqué par le président Losbar, avec une attention particulière portée à l'accession à la propriété, comment on peut faire en sorte que les Guadeloupéens puissent devenir plus facilement propriétaires de leur logement. C'est une ambition portée par le gouvernement au niveau national. Et dans le cadre du projet de loi qui sera présenté par mon collègue Guillaume Casbarian, le ministre du Logement, fera particulièrement attention à ce dispositif d'accession à la propriété en direction des ultramarins et des Guadeloupéens. Nous avons évoqué donc les problèmes d'eau, puisqu'on sait que c'est très important pour le pays, pour la Guadeloupe. Et d'ailleurs, il y a eu une gouvernance à 4 qui a été mise en place avec l'État, la région, le département. Et tous les trimestres, on explique quels sont donc les résultats. Et là, j'ai abordé cette question aussi avec Madame la ministre pour que nous puissions accélérer donc les procédures, puisqu'on a eu des exemples où nous avons vu que c'est les problèmes de canalisation et comment faire en sorte que des sujets
qui doivent être réglés en 12 mois, 18 mois, qu'on puisse accélérer les procédures et les faire en 6 mois pour améliorer la satisfaction donc, des Guadeloupéens concernant ce problème. Il y a un certain nombre de travaux qui ont été faits, à la fois sur la gouvernance du syndicat des eaux, et puis, comme l'a dit M. Lezbar, pour identifier les fuites. On produit beaucoup d'eau, et puis on en perd, donc il faut arrêter de perdre cette eau. Et donc pour ça, un certain nombre de travaux seront réalisés. Voilà, et donc cette visite se poursuit aujourd'hui, notamment avec les acteurs économiques et notamment une rencontre avec le port maritime pour aller après en Martinique. On va parler du Best Life, donc ce sont des projets autour de la biodiversité. C'est un programme européen qui permet de subventionner des projets en lien avec la restauration de la biodiversité, notamment pour les territoires ultramarins. Et Solène Fèvre était parmi eux pour nous faire un rapport de ces différentes interventions. Le programme Best Life 2030, c'est un programme européen de subvention et d'accompagnement technique aux porteurs de projets qui ont des projets de conservation et ou de restauration de la biodiversité et d'utilisation durable de ce qu'on appelle les services écosystémiques et qui sont destinés aux porteurs de projets dans les RUP, donc dans les territoires ultramarins et les PTOM européens. En fait, on a lancé notre atlas de la biodiversité communale qui est fait par notre prestataire Biotop. Et par rapport à cet atlas, il y a plusieurs enjeux qui sont revenus, dont un enjeu, on va dire, de rupture des continuités écologiques. L'objectif, ça va être de restaurer des habitats et on va s'axer sur l'enjeu principal de la commune, c'est la restauration des habitats forestiers et donc de la sous-trame forestière sur le territoire. Ça va comprendre donc des améliorations pour la trame verte et la trame noire, parce qu'on a du coup tout un tas d'espèces qui se déplacent par cette trame forestière et qui sont rattachées donc à la trame verte et à la trame noire. Notre projet vise plus particulièrement à travailler à la restauration écologique de l'embouchure de la rivière de Vieux-Fort. C'est un site emblématique pour Marie-Galante qui conforte son attractivité, qui est très fragile. On a constaté l'arrêt de l'interface terre-mer et les mangroves, la mangrove est en train d'être attaquée actuellement, elle est sérieusement menacée. Donc le projet vise à solliciter l'accompagnement de Best Life pour mettre en œuvre toutes les actions nécessaires pour rétablir cette continuité et puis aussi lutter contre les espèces exotiques envahissantes qu'on a relevées sur le site. Et puis bien entendu, protéger les espèces, que ce soit la faune et la flore. On aura 4 appels à projets, donc entre 2023 et 2030. Le premier qui a été lancé là en octobre 2023, un second qui sera probablement lancé dernier trimestre de cette année, 2024. Et après, ça va suivre 2026 et 2027. On se lance un peu dans l'inconnu. Mais bon, on a quand même des partenaires institutionnels qui sont aussi spécialisés dans certaines, qui pourront nous accompagner aussi dans certaines actions bien précises. Donc oui, c'est un enjeu régional, donc on se lance dedans et on espère pouvoir avoir la subvention pour pouvoir lancer le projet et pourquoi pas être pilote et démarrer pour d'autres communes. Voilà, préserver la nature, c'est très important, notamment en Guadeloupe. On va revenir sur l'actualité et pouvoir enchaîner avec notre premier invité. Mais avant ça, une petite information importante. On vous fait gagner des places pour un concert qui aura lieu ce soir au Ciné-Théâtre du Lamentin. Donc Valérie Trébord qui est donc sur scène avec Guy Travis et Jean-Michel Rotin. Donc vous pouvez appeler sur le standard de Canal 10 au 96 10 10 pour gagner vos places. Donc n'hésitez pas, c'est les premiers servis qui ont les places. Donc voilà. On va enchaîner donc avec Malika Godi, donc qui est conseillère numérique à la CCI IG de Guadeloupe et qui va nous parler de formation, notamment dans le digital. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, c'est vrai que c'est très à la mode maintenant, le digital. En quoi c'est important pour les entreprises justement d'assurer cette transition vers le digital, le numérique pour leur activité? Alors le digital est devenu aujourd'hui incontournable, hein.
On ne peut plus du tout faire l'impasse et j'ai même envie de dire que c'est obligatoire maintenant puisque ça commence dès la création d'entreprise. Maintenant, pour pouvoir créer son entreprise ou faire des modifications, ça se passe en ligne. Pour pouvoir payer ses impôts, ça se passe en ligne. Tout ce qui concerne la vie de l'entreprise pratiquement se passe en ligne. Et puis le digital, se mettre au digital, c'est vraiment avoir un avantage concurrentiel puisque le fait en fait de la transition digitale, en fait on utilise beaucoup ce mot, mais c'est tout simplement le fait de pouvoir transformer les tâches à faible valeur ajoutée grâce au digital. Donc transformer les tâches à faible valeur ajoutée. Donc grâce au digital, on peut avoir des automatisations. Et puis bien sûr, il n'y a plus de frontières aujourd'hui grâce au numérique. Donc au niveau de la visibilité, puisque toute entreprise qui est créée et qui a besoin d'être pérenne doit être vue et a besoin d'avoir un certain nombre d'outils pour pouvoir tout simplement faciliter sa gestion. Que ce soit la gestion des stocks, la gestion des coûts, la gestion du personnel. J'ai parlé également de visibilité, de communication. Tout ça, c'est pour toutes ces raisons que le digital est aujourd'hui primordial. Et du coup, alors, bon, c'est vrai que là, vous parlez de tous les avantages qu'il y a à transitionner vers le numérique, mais est-ce qu'il y a des défis particuliers pour les entreprises d'assurer cette transition? Est-ce que c'est compliqué pour les entreprises? Alors, je ne dirais pas que c'est compliqué, parce que notre présence aujourd'hui est la preuve que ce n'est pas compliqué, puisqu'il y a des accompagnements qui sont proposés, mais c'est vrai qu'il y a énormément de défis auxquels les entreprises doivent faire face. Je vais parler d'actualités récentes. Hier encore, Pôle emploi a été victime de cyberattaques. Oui. L'État a été victime de cyberattaques. La région Guadeloupe a été victime de cyberattaques. Parce que, tout simplement, pourquoi ? Parce qu'on a de plus en plus d'usages numériques. Aujourd'hui, il y a beaucoup de téléspectateurs qui nous regardent depuis le digital, qui nous regardent en live sur Facebook depuis leur téléphone. On fait tout avec le téléphone, on fait tout, comme je le disais tout à l'heure, avec le numérique. Donc, il faut savoir que forcément, ça laisse une trace. Donc, on a des données et donc, aujourd'hui, nos données valent de l'or. Donc, un des premiers défis, c'est de pouvoir un petit peu se dégager de cette peur, en fait, de la peur de tout ce qu'on ne connaît pas. Et c'est vraiment pour ça qu'on est là et qu'on fait un travail de terrain également, puisqu'on a un certain nombre on a mis en place un parcours numérique à la CCI dans lequel on accompagne, on accompagne les chefs d'entreprise à travers de la sensibilisation, à travers des conférences débats. On fait également des ateliers, des diagnostics, exactement, pour que le chef d'entreprise puisse savoir où est-ce qu'il se positionne, de quoi il pourrait avoir besoin, puisque c'est vrai que quand on parle de digital, on a peut-être tendance à se dire « Ah ben, il faut que je crée un site internet ». Donc, c'est pas que ça. Voilà, c'est pas que ça et c'est pas forcément obligatoire. Donc, c'est pour ça que là, on permet aux chefs d'entreprise de pouvoir savoir où ils en sont pour savoir de quoi ils auraient besoin. On parle de maturité digitale. Qu'est-ce que c'est, maturité digitale pour une entreprise? La maturité digitale, c'est tout simplement, comme je disais tout à l'heure, son niveau, en fait, à savoir, est-ce qu'il a un niveau expert, est-ce qu'il a un niveau débutant, est-ce qu'il a un niveau intermédiaire. Et ça, en fait, ça dépend tout simplement de est-ce qu'il est formé, est-ce qu'il sait ce que c'est que le RGPD, le Règlement général pour la protection des données, auquel tout chef d'entreprise est soumis. Est-ce que, par exemple, il a établi une stratégie? Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on accompagne et qu'on martèle l'importance d'avoir une stratégie. Parce qu'il ne suffit pas de se lancer et de faire quelque chose parce qu'on a vu que son concurrent a fait. C'est ça, exactement. Exactement. Ouais. On est là vraiment pour... D'ailleurs, on a commencé l'année avec un Open Coffee, donc une conférence débat, et le titre, c'était « Les résolutions digitales 2024 ». Et il en est ressorti qu'on arrête le chocage en 2024. Il faut se faire accompagner parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses que le chef d'entreprise est capable de faire seul,
mais il y a des choses qu'il doit connaître pour pouvoir faire seul, mais aussi pour pouvoir déléguer. Pour pouvoir déléguer, il faut savoir ce qu'on veut, il faut savoir de qui s'entourer, il faut avoir le bon vocabulaire. Et en fait, on est là pour ça. Donc, en fait, vous proposez du coup différentes formation, programme, enfin en tout cas accompagnement. Est-ce que vous pouvez nous citer justement le parcours? On a parlé d'Open Office, donc ça c'est pour la sensibilisation, mais voilà, si moi je suis entrepreneur, j'ai une entreprise, je vais vers vous, qu'est-ce que vous me proposez? Alors, effectivement, on a parlé des Open Coffee. On a également des digitours. Et c'est là aussi que je disais qu'on va sur le terrain, puisque une des volontés de notre président de commission numérique, c'est vraiment d'aller sur le terrain à la rencontre des chefs d'entreprise, puisque on le disait tout à l'heure, il y a des freins. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on ne connaît pas fait peur. Donc, du coup, on va sur le terrain, on travaille avec des collectivités pour aller au plus près des chefs d'entreprise, pour faire des réunions d'information, pour les sensibiliser sur le sujet du numérique et également s'initier, puisqu'on est accompagné par le cyberbus de la région. Et ça, ce sont dans les événements qu'on appelle les digitours. Ensuite, pour pouvoir aller plus loin, on fait également appel à des experts dans leur domaine, puisqu'il faut savoir que l'équipe numérique de la CCI est composée d'experts, puisque notre métier, notre cœur de métier, c'est vraiment le digital, le marketing, tous les métiers, enfin certains métiers liés au numérique, puisqu'il y a beaucoup de métiers liés au numérique. Et par exemple, dans nos ateliers, qu'on appelle les boosters numériques, on s'entoure d'experts. Le prochain atelier, par exemple, ce sera pour apprendre aux chefs d'entreprise à tirer parti de WhatsApp Business. Ben là, on aura une experte qui va venir, qui va intervenir. Et quand on parle d'atelier, c'est de la pratique vraiment. Donc, c'est pour pouvoir mettre les choses en application tout de suite et retourner dès qu'on retourne dans l'entreprise. C'est pratico-pratique, c'est vraiment pour la personne qui vient, c'est pas quelque chose de standardisé en fait. Exactement. Et puis ensuite, nous avons répondu également à un appel à projet de BPI France et France Num, dans lequel nous dispensons des formations. Donc, et pourquoi je parlais tout à l'heure de stratégie, l'importance de la stratégie, parce que c'est la première chose qu'il faut faire en fait, se demander quels sont mes objectifs, avec quelle est ma cible. Et comment le numérique peut m'aider aussi. Exactement, comment le numérique peut m'aider, de combien je dispose, de combien j'aurai besoin. Donc, et tout ça à travers nos 2 formations, donc dans le dispositif Transfonum, 2 formations qui sont gratuite pour le chef d'entreprise, mais j'aime pas, voilà. On paye. C'est ça. Oh, d'accord. C'est ça. J'aime pas utiliser le mot gratuit. Oui, parce que c'est vrai que, voilà, ça parle tout de suite. Mais qui sont prises en charge par l'État. C'est-à-dire que le chef d'entreprise, s'il a 2 ans si son entreprise a plus de 2 ans d'existence et s'il a au moins 15 000 € de chiffre d'affaires sur l'un des 3 derniers exercices, il peut se faire accompagner sans rien débourser, pour créer sa stratégie numérique et pour également apprendre à booster son chiffre d'affaires grâce aux réseaux sociaux. Puisque le but d'une entreprise, c'est d'être pérenne, de pouvoir générer du chiffre d'affaires. Et là, en fait, on vous apprend concrètement comment le faire, en fait. Quel réseau social choisir, comment faire son calendrier éditorial, qu'est-ce qui fait qu'une vidéo est réussie ou pas. Donc, c'est pris en charge à 100%, en fait, cette formation. Et c'est une formation qui dure combien de temps? Alors, c'est une formation qui dure 12 heures. Donc, par exemple, ce matin, nous étions en formation. Là, c'est la pause du midi. Mais c'est une formation qui dure 12 heures. Donc, on a fait un format hybride. On a une journée entière de 8 heures pendant laquelle les chefs d'entreprise viennent à la CCI et où ma collègue Aurélie Budon et moi-même, nous animons la formation pour pouvoir dispenser aux chefs d'entreprise des savoirs. Mais également, il y a toujours une partie pratique. On essaye vraiment de faire quelque chose d'assez ludique et le but, c'est de pouvoir que ça soit applicable tout de suite puisqu'on est conscient que les chefs d'entreprise n'ont pas le temps. Le temps, c'est la ressource la plus précieuse. Donc, du coup, on essaye vraiment d'être efficace et vraiment, les retours sont
sont positifs, vraiment positifs. Et puis la deuxième partie se passe en distanciel, sur une demi-journée. Donc du coup, la première journée, on les a déjà vus, on les connaît. Et du coup, pour la seconde partie, ils sont beaucoup plus beaucoup plus autonomes et à l'aise pour être en distanciel. Et du coup, pourquoi cette volonté de faire en hybride? Ça aurait pu être en total distanciel. C'est une volonté vraiment de relationnel, de contact, de créer un réseau. Mais forcément, parce qu'en fait, les chefs d'entreprise, en fait, je dis que chaque fois que le chef d'entreprise va dans une conférence, dans une formation, en fait, il y a énormément ce côté relationnel-là. Donc, il y a beaucoup de partenariats qui se nouent. Les contacts sont échangés. Par exemple, quelqu'un qui a un hébergement touristique voit qu'un agrotransformateur fait des choses à base de fruits à pain, donc il veut l'intégrer à son hébergement. Et c'est vraiment, on est là également pour pouvoir créer du lien. Et dans chacun de nos événements, il y a toujours une petite partie networking, puisque en fait, les chefs d'entreprise, ils ont besoin de se rencontrer, d'échanger. Et là, le Covid est fini, donc il faut sortir de chez soi. Mais c'est vrai que pourquoi la deuxième partie en distanciel? Parce que aussi, c'est plus pratique, parce que les chefs d'entreprise également, ils ont... Des fois, certains chefs d'entreprise sont obligés de fermer leurs entreprises pour pouvoir venir. Donc, être en distanciel, ça leur permet de pouvoir assurer une permanence dans leurs entreprises. Et puis, c'est autre chose aussi. Puis, ça permet aussi d'utiliser le digital, tout simplement. D'accord. Et donc, conditions, donc 2 ans d'existence, au moins 15 000 € de chiffre d'affaires. Et si on ne rentre pas dans ce format, justement, dans ces conditions-là, quelles sont les autres options? On a parlé de l'open office, du booster. Est-ce qu'il y a une autre alternative? Alors, on propose également des accompagnements. Alors, on a également des sessions qui seront prévues, mais dans le format booster. C'est-à-dire que c'est nous qui allons dispenser ces formations-là. Mais du coup, ce sera dispensé dans un format booster. Et le coût de la formation sera à la charge des entreprises. Mais il faut toujours garder en tête qu'il s'agit d'un investissement. Il faut aussi, on est là aussi pour ça, parce que c'est vrai on a été habitué à avoir des choses qui sont gratuites ou prises en charge, mais ce sont des formations de qualité et pour pouvoir générer du chiffre d'affaires, il faut pouvoir investir également. Et ça, c'est vraiment important. Donc, il y a moyen, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas éligibles, puisque c'est quand on se lance qu'on va faire sa stratégie. Donc, on peut toujours dispenser la formation, sauf qu'elle sera à la charge de l'entreprise. Et puis, ça me permet d'ajouter également que pour pouvoir aller plus loin après tout ça, on propose également des accompagnements en face à face. C'est-à-dire que pour pouvoir, une fois que les personnes savent comment mettre en place, il y a certaines personnes qui ont besoin d'avoir un suivi. Là, on est là pour pouvoir dispenser ce suivi-là. Et on fait également de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire que, par exemple, si vous voulez créer votre site Internet et que vous voulez que nous soyons l'interface entre le prestataire et vous, puisque vous y connaissez pas, mais vous savez ce que vous voulez, mais vous ne savez pas comment le formuler, comment bien choisir son prestataire, l'équipe numérique de la Chambre de commerce est également à la disposition des chefs d'entreprise pour passer à l'action, tout simplement, parce qu'on a besoin d'action. D'accord. On a parlé de cybersécurité tout à l'heure. Quelles seraient, du coup, les bonnes pratiques pour un entrepreneur à avoir? Alors, la première chose à faire, c'est d'avoir un mot de passe robuste, puisque la première chose qui donne accès à vos données, si par exemple sur votre ordinateur, il n'y a pas de mot de passe, alors imaginez bien que quelqu'un qui passe, il va se connecter sur Google, et puis comme vous avez enregistré tous vos mots de passe sur Chrome, il va aller sur votre banque en ligne, il va aller sur Gmail, il va aller sur tout. Donc, la première chose à faire, c'est vraiment d'avoir un mot de passe robuste, c'est-à-dire un mot de passe avec au moins 12 caractères, avec des chiffres, des lettres, des majuscules et aussi des caractères spéciaux. Voilà. Et en fait, je sais que maintenant, je disais que les usages numériques se multiplient, donc
on a tous énormément accès à beaucoup d'espaces personnels en ligne. Donc, c'est pour ça que c'est aussi intéressant de pouvoir se doter d'un gestionnaire de mots de passe ou d'un coffre-fort en ligne. Et il y a une liste de coffres-forts en ligne ou de mots de passe sur le site de France Num. D'accord. Donc, toutes ces informations-là, on peut les avoir justement en participant à vos formations. Est-ce que il y a des dates précises ou comment on s'inscrit, comment on peut venir vers vous? Alors, pour venir vers nous, il suffit de composer notre numéro de téléphone. On est également joignable. Ah oui, voilà. Il y a le WhatsApp. On est également joignable et réactif sur WhatsApp. D'ailleurs, privilégiez le WhatsApp parce que soit on est en formation, soit on est en train d'accompagner un client ou on est sur un plateau, là comme maintenant. Alors que si vous envoyez un message WhatsApp avec votre demande, on peut très facilement revenir vers vous. De la même manière, si vous envoyez un email, vous recevrez toutes les informations nécessaires. On vous enverra le lien direct pour vous inscrire à l'une de nos 2 formations. Il y a également d'autres formations qui sont... Chaque entreprise a droit à 3 formations. Chaque entreprise éligible a droit à 3 formations. Donc, vous pouvez très bien faire l'une de nos 2 formations. Et comme l'appel à projet a été mené dans le cadre d'un consortium, nous travaillons également avec la CCI de la Martinique et deux prestataires privés qui proposent des formations, par exemple pour créer son site internet, pour apprendre à utiliser Canva. Il y a également des formations spécialement pour les restaurateurs et les entreprises du tourisme. D'accord, merci beaucoup pour toutes ces informations. Donc à très bientôt. N'hésitez pas à revenir vers nous pour d'autres formations, tout ce que vous proposez. On va pouvoir faire notre première pause publicitaire. N'oubliez pas que vous avez des places à gagner. On appelle le 96 10 10 pour le concert donc, de Valérie Tribord et on se retrouve tout à l'heure. Oui, et donc c'est la deuxième partie du ZCL. On va recevoir tout à l'heure donc Célia Macabre qui est administratrice fédérale qui représente la coordination, coordinatrice de l'Andidance et elle va nous parler des rencontres qui auront lieu donc le 19 mars ainsi que le 21 mars. On parle d'une masterclass. Bienvenue sur le plateau. On va revenir sur cette intervention tout à l'heure et avec Nathalie Jacobi-Coali, donc notre chroniqueuse. On va parler de l'adoption. Donc, il y a plusieurs termes. Il y a 2 types d'adoption, ce que nous verrons tout à l'heure. Oui, on va en parler tout à l'heure. On va revenir déjà sur les places que vous avez à gagner. Donc, le concert, c'est ce soir. Donc, c'est au Ciné-Théâtre du Lamentin. Valérie Tribord qui est en invité avec JC, Travis et Jean-Michel Rotin. Donc, vous avez la possibilité d'avoir des places. N'hésitez pas à appeler 96 10 10. C'est ce soir, donc vraiment, n'hésitez pas. On va revenir sur l'actualité et on parle justement du concours Talent d'ici, donc qui a eu lieu sur Carrefour d'Estreland et on a eu la réponse de la lauréate qui a gagné cette 4e édition. Ce concours justement met en avant le goût du partage et invite les artistes locaux et a invité les artistes locaux justement à explorer la richesse de cette thématique. On voit un reportage de Charlie Dagounien pour savoir qui a gagné ce concours. C'est notre marque Produit d'ici qui met en valeur la production locale qui a été lancée en 2016 et qui nous permet de repérer, qui permet aux clients de repérer les produits qui sont fabriqués localement dans nos linéaires. Et dans le cadre de cette marque Produit d'ici, nous avons lancé l'opération Talent d'ici, qui va aller faire un concours entre des artistes qui vont devoir chaque année décrire les produits locaux selon leur humeur et selon une incitation qu'on va leur donner pour entrer dans un concours. Et aujourd'hui, nous allons révéler le gagnant du concours Talent d'ici 2023
qui va être reproduit sur des cabas dans le magasin. Le concours me plaisait, l'idée en fait de pouvoir déposer une œuvre sur un sac cabas me plaisait énormément et finalement l'énoncé du concours m'avait touchée aussi puisqu'il s'agit d'une association qui a été mise en avant, donc la PIPD, qui lutte contre la drépanocytose et on fait l'information aussi. Et il y a le thème aussi, le goût du partage, puisque je suis art thérapeute et le goût du partage, le partage fait partie de l'ADN de mon métier et de mon savoir-être. L'idée, c'est de valoriser la production locale. Alors, on la valorisera dans nos rayons, dans nos catalogues, dans notre communication, et puis on la valorise aussi à travers des œuvres d'art, elles aussi locales, qui vont mettre en valeur ces produits. Notre intérêt, notre envie, notre volonté, c'est de développer la production locale et qu'elle se voit de toutes les façons possibles. Eh bien, en fait, j'avais déjà vu les cabas pour les années précédentes et j'avoue que c'était assez plaisant de voir qu'on pouvait se promener comme ça avec un petit bout du talent d'ici et notamment celui de l'année dernière avec Cédo qui m'avait beaucoup plu. Et puis, je me disais que ça faisait... c'était un beau rayonnement, en fait. Voilà, donc nos artistes qui sont mis en valeur. On va parler maintenant d'adoption avec Nathalie Jacobi-Coali. On va lancer le générique et on revient sur l'adoption. Alors, c'est à vous, maître, on va parler de l'adoption. Oui, tout à fait. Alors déjà, qu'est-ce que l'adoption? Donc, l'adoption est la rencontre entre un enfant et un ou deux parents qui souhaitent former une famille. Donc, il existe deux types d'adoption, l'adoption simple et l'adoption plénière. Alors, quelle est la différence justement entre ces deux types d'adoption? D'accord. Alors, l'adoption simple crée un nouveau lien de filiation entre l'adoptant et l'adopté, mais elle ne supprime pas le lien de filiation entre l'adopté et sa famille d'origine. Tandis que l'adoption plénière, quant à elle, substitue un nouveau lien de filiation au lien de filiation existant entre l'adopté et sa famille d'origine, qui est donc supprimé. Sauf dans le cas où on adopte l'enfant de son conjoint. Donc la différence, c'est que l'adoption simple, ça n'annule pas l'ancien lien de filiation. Ça veut dire quoi? Que l'adopté pourra toujours prétendre à des droits de succession par rapport à sa famille d'origine, parce que ça ne supprime pas le lien, tandis que pour l'adoption plénière, ça supprime ce lien, on substitue un nouveau lien de filiation à l'ancien. Et justement, est-ce qu'il y a des conditions qui orientent vers telle ou telle adoption pour l'adoptant? Alors déjà, il y a des conditions pour adopter. Après, on opte pour une adoption simple ou une adoption plénière en fonction de la situation. D'accord? Donc par exemple, je vais expliquer tout à l'heure que par exemple, si on veut faire une adoption plénière, il faut que l'enfant soit mineur et qu'il soit âgé maximum de 15 ans. Pour une adoption simple, on peut adopter également une personne majeure. Donc après, ça pourra dépendre de la situation des parties. Alors déjà, pour adopter, quelles sont les conditions communes pour les deux types d'adoption? Déjà, il faut être âgé de plus de 26 ans. Il faut savoir que l'âge a été reculé parce qu'avant, il fallait être âgé de plus de 28 ans. D'accord? Donc depuis 2022, ça a changé. Il faut qu'il existe un écart minimum de 15 ans entre l'adoptant et l'adopté. D'accord? Et ensuite, l'adoptant peut être une personne seule, comme une personne, comme deux époux, deux partenaires liés par un pax ou également deux concubins. Voilà les personnes qui peuvent adopter. D'accord, donc il faut avoir 28 ans. 26 ans, parce qu'avant c'était 28 ans jusqu'à 2022. Maintenant on a reculé l'âge. Il faut être âgé au moins de 26 ans pour pouvoir adopter. Donc on peut être célibataire. En dessous, on ne peut pas. Oh, non. Okay. Non, pas pour le moment en tout cas. La loi n'a pas encore changé pour ce point. Et si justement un seul veut adopter, comment ça se passe? Donc effectivement, si une personne célibataire souhaite adopter, ça sera la même chose que ce que je vais expliquer si par exemple c'est un couple, comme j'ai dit, couple marié, couple paxé ou concubin. Petite chose que je souhaite rajouter. Donc s'il s'agit d'un couple marié, paxé, donc il faudra pouvoir justifier d'une communauté de vie, c'est-à-dire que le couple vit ensemble depuis au moins 1 an.
D'accord? Il faudra pouvoir justifier de cette situation. Alors, sinon, quels sont les... Alors, pour une adoption plénière, justement, c'est quelle est du coup, les conditions? D'accord. Donc, concernant une adoption plénière, donc, il faut que la personne qu'on souhaite adopter soit au moins âgée de 13 ans. D'accord? Maximum, il faut qu'elle soit âgée de 15 ans, sauf tempérament. Ensuite, il faut qu'elle soit accueillie au foyer des adoptants depuis au moins 6 mois. Et si l'adopté est âgé de 13 ans, il faut qu'il donne son consentement. Voilà pour les conditions concernant l'adoption plénière. Donc il faut qu'il soit accueilli dans un foyer. Il faut qu'il soit accueilli dans le foyer où on souhaite l'adopter depuis au moins 6 mois pour pouvoir faire cette demande. Faire cette demande d'adoption plénière. Ok. Et donc pour une adoption simple, quelles sont les conditions qui doivent être remplies par l'adopté? Alors là, dans ce cas de figure, il n'y a pas de condition d'âge. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, même un majeur peut être adopté dans le cadre d'une adoption simple. Donc si le mineur est âgé de 13 ans, là également, si c'est un mineur, il faudra qu'il donne son consentement. Et s'il est majeur, il faudra également qu'il donne son consentement à cette adoption. D'accord. Et donc voilà les conditions qui se distinguent entre une adoption simple et une adoption plénière, s'agissant de la personne qui sera adoptée. Et donc, quelle est la procédure judiciaire qui va permettre de solliciter cette adoption? Alors, dans les deux cas de figure, il faudra saisir le tribunal judiciaire par la voie d'une requête. La requête, le tribunal judiciaire compétent, ça sera le lieu du domicile de l'adoptant, d'accord? Parce que c'est lui qui fait la demande. Et après, dans le cadre de cette procédure, on demandera, parce que lorsqu'il s'agit de filiation, l'avis du procureur est toujours sollicité. Donc de toute façon, le procureur sera informé de cette procédure et il donnera son avis pour cette adoption. Et donc il y a une date d'effet qui est pour l'adoption si on en fait le droit à cette demande-là. Tout à fait. Donc ça sera la date de la requête qui sera retenue pour la date de l'adoption. D'accord. Et du coup, quelles sont les conséquences pour l'adoption plénière? Alors, pour l'adoption plénière, donc, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, donc elle aura pour conséquence de rompre le lien de filiation avec la famille d'origine. Concernant les adoptants, donc si effectivement il y a 2 adoptants, donc ils pourront choisir le nom qu'ils souhaiteront donner à l'enfant. Donc, soit ça pourrait être un seul des 2 noms, soit ils pourront accoler les 2 noms. D'accord? Donc, ils auront ce choix. Ensuite, l'enfant aura un nouvel acte de naissance qui établira son nouveau lien de filiation. Les adoptants pourront également demander à changer le prénom de l'enfant. Et si effectivement il s'agit d'un enfant étranger et que les adoptants sont des Français, il va acquérir la nationalité française par le même biais de cette adoption. Donc, ça aura des conséquences à différents niveaux. D'accord, donc nouveau nom, nouveau prénom possible. Oui, parce qu'effectivement, vu que le lien de filiation change, donc forcément, il va avoir le nom des personnes qui vont l'adopter ou de la personne qui l'adopte. S'il n'y a qu'une seule personne, la question du nom ne se pose pas vu qu'il portera le nom de la personne qui va l'adopter. Mais s'ils sont 2, il faudra déterminer quel nom, si c'est un seul ou si c'est les 2 noms qui sont accolés. Et en matière d'adoption simple, quelles sont les conséquences du coup? Alors là, concernant l'adoption simple, donc comme je l'ai indiqué, là, il n'y a pas de rupture avec le lien de filiation. Pourquoi? Parce que l'enfant qui sera adopté va conserver des liens avec sa famille d'origine, donc il pourra prétendre à la succession concernant sa famille d'origine. Donc voilà par rapport au lien de filiation. Ensuite, concernant le nom, pareil, donc l'adoptant pourra changer le nom de l'enfant. Concernant le prénom également, il pourra faire aussi cette demande. Par contre, s'agissant de la nationalité française, là, ce n'est pas comme pour l'adoption plénière. Si effectivement l'enfant n'est pas français ou la personne majeure n'est pas française, là, ça sera par le biais d'une déclaration qu'on pourra obtenir cette nationalité française. Et si l'enfant il est majeur, il faudra qu'il fasse une procédure de naturalisation. D'accord. Et du coup, l'adoption, c'est irrévocable? Ça va dépendre du cas de figure. S'il s'agit d'une adoption plénière, c'est irrévocable. S'il s'agit d'une adoption simple, elle pourrait être révocable, mais que pour des motifs graves. Donc, c'est vraiment exceptionnel.
D'accord. Bon, ben, en tout cas, merci pour cet éclairage sur l'adoption et sur ces différentes options possibles en matière d'adoption. D'accord. Merci beaucoup. On va parler maintenant d'Handidance. Donc, c'est une discipline artistique inclusive qui permet aux personnes en situation de handicap de s'exprimer par le mouvement. Et donc, Célia Macabre, vous êtes donc coordinatrice anti-Guyane de l'Handidance Guadeloupe. Et bienvenue donc sur le plateau. Bonsoir, merci. Merci. Et vous allez nous parler de la rencontre qui aura lieu le 19 mars. C'est exact. Alors, effectivement, la Fédération Handidance Adaptée Inclusive donc, organise le mardi 19 mars la rencontre et le concours Caraïbes de Handidance. Donc, cette rencontre et ce concours aura lieu en 2 parties. Donc, la première partie de 10h à midi. Et la deuxième partie de 13h à 16h. Donc, cette rencontre et concours réunit toutes les personnes en situation de handicap qui sont des danseurs en situation de handicap afin de participer à cette rencontre et à ce concours Handidance. Voilà. Donc là, c'est pas la première fois justement qu'a lieu ce type de rencontre. 4e édition Un petit peu plus. Alors, depuis 2017, oui, nous organisons cette rencontre et ce concours sur le territoire guadeloupéen. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'impact justement de ces rencontres sur les handidanseurs et comment justement c'est perçu cette rencontre au niveau déjà local et peut-être national aussi? D'accord. Alors, par exemple, l'an dernier, nous avons organisé la rencontre et le concours national de handidance en Guadeloupe. Donc, nous avons eu des danseurs, des handidanseurs métropolitains qui sont venus en Guadeloupe. Donc, déjà, au niveau de l'impact, vu que nous faisons partie de la Fédération Handidance Adaptée Inclusive, donc au niveau de l'impact, au niveau national et international, donc nous sommes reconnus. Donc, sur le territoire guadeloupéen, effectivement, donc au niveau des danseurs, là aussi, c'est exactement la même chose. Par exemple, le groupe de danse, les danseurs qui ont obtenu le prix coup de cœur de Madame Cécile Avio, qui est d'ailleurs la fondatrice oui, de cette pratique, qui s'excuse, qui est en formation actuellement sur le territoire. Donc, les handidanseurs qui gagnent le coup de cœur de Madame Cécile Avio, donc, sont amenés à nous représenter sur le plan national. Donc, c'est déjà un bel impact, une belle visibilité pour les handidanseurs de la Guadeloupe et aussi au niveau national. Ça concerne combien de personnes? Combien de personnes participent à cette rencontre? Alors, en termes de danseurs, nous avons près de 150 danseurs. D'accord. Et en termes de spectateurs, nous avons environ 400 danseurs. Voilà. D'accord. Pardon, 400 spectateurs. Donc, du coup, qu'est-ce qui rend cet événement vraiment unique et essentiel justement pour promouvoir le fait d'être inclusif dans la danse? Alors, tout d'abord, cet événement est mis en place, en fait, afin de sensibiliser les personnes valides du milieu artistique au handicap, mais aussi permet aux personnes en situation de handicap donc, d'être inclus dans le milieu artistique, le monde culturel. Voilà. Est-ce qu'il y a des critères justement de sélection ou bien c'est ouvert à tous? Comment ça se passe justement cette rencontre? Alors pas du tout, nous n'avons pas de critères. Cet événement est vraiment organisé pour tous les danseurs en situation de handicap, que ce soit la non-voyance, les personnes atteintes de déficience intellectuelle, les personnes atteintes d'autisme, de handicap physique, handicap moteur, vraiment, polyhandicap, voilà. Tout type de 4 à 99 ans, dès qu'on peut danser. Dès qu'on peut danser, voilà. On peut participer. Alors, vous m'avez parlé de la formation d'handidance, professeur d'handidance. Comment, alors du coup, il y a une formation qui se déroule actuellement, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, effectivement, il y a une formation qui se déroule actuellement sur le territoire. Donc, actuellement, nous formons des professionnels du médico-social
Nous pouvons aussi former des professionnels dans le milieu hospitalier et de la petite enfance. Donc, c'est le degré 1. Donc, ces personnes sont initiateurs au niveau de l'atelier Handi-Danse. Voilà. Nous avons aussi des formations pour les professeurs de danse et pour les animateurs de danse. Donc, c'est le niveau animateur Handi-Danse. Voilà. D'accord. Du coup, ça permet à la fois le personnel, je veux dire, qui est au plus proche des personnes en situation de handicap, d'utiliser cet outil comme moyen d'expression? Exactement. Hormis le fait que ça soit un moyen d'expression pour les personnes en situation de handicap, donc cette méthode permet aux personnes en situation de handicap donc de s'exprimer effectivement et même au niveau du personnel médico-social de répondre à un besoin et de répondre aux projets personnalisés des personnes en situation de handicap qui ont besoin, par exemple, de socialisation et de s'exprimer. Quelquefois, ces personnes sont un peu renfermées et ne peuvent pas s'exprimer. Et à travers cette danse, on développe la communication. Il y a vraiment de belles évolutions au niveau des personnes en situation de handicap. Au niveau personnel, je veux dire, au quotidien, les gens se sentent mieux quand ils dansent et quand ils participent à ce type d'atelier. Exactement, exactement. Et donc, il y a une masterclass qui est proposée le 21 mars, donc après la rencontre. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette masterclass? Oui. Donc, effectivement, la masterclass, elle aura lieu avec Madame Cécile Lavieux, comme je disais, la fondatrice de cette pratique de danse. Donc, elle aura lieu toujours au Hall des Sports Laura Flessel à Petit-Bourg. Donc, de 9h30 à 12h, première partie. Et deuxième partie de 13h30 à 19h. De 13h30 à 15h. Donc, là aussi, nous accueillons sur plusieurs tranches horaires des personnes en situation de handicap. Donc, la première tranche horaire de 9h30 à 10h30, les personnes non-voyantes. Ensuite, de 10h30 à midi, les personnes déficientes intellectuelles, les personnes atteintes d'autisme. Et l'après-midi, nous accueillons les personnes ayant une déficience physique et aussi les personnes atteintes de polyhandicap. Donc, ça veut dire que les personnes qui n'ont jamais fait d'Handi-Danse peuvent venir là, tout à fait, sans avoir participé à la rencontre, sans avoir participé au concours, etc. Ils peuvent venir dans cette masterclass pour découvrir. Exactement. D'ailleurs, pour participer à la rencontre et au concours Handi-Danse, même les personnes qui sont inscrites dans des cours de danse et qui ont créé des chorégraphies avec leur professeur de danse ou les chorégraphes peuvent y participer. C'est encore vraiment possible de s'inscrire? Oui. Même au dernier moment, on peut venir, enfin, au dernier moment, j'entends, mais sans avoir tout suivi, d'avoir fait de parcours, de cours vraiment, si l'envie d'expression est réelle. Ils peuvent participer parce que c'est un événement qui est vraiment valorisant pour la personne en situation de handicap. Donc, cet événement est vraiment ouvert. Hein. Il est vraiment ouvert. Donc, j'invite tout le monde, d'ailleurs toute la population, à venir y participer et même regarder ce magnifique spectacle. Donc, le spectacle et la rencontre, donc c'est 19 mars au Palais des Sports Laura Flessel. Donc, tarif très petit, à 10 €. Gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Donc, vraiment l'occasion d'aller soutenir cette rencontre et d'être vraiment aux côtés de personnes qui en ont besoin et besoin de leur soutien et de notre soutien et la masterclass qui est gratuite. Donc là, jeudi, à partir de 9h30, vous avez toutes les informations. Si on veut un numéro de téléphone, comment on peut vous joindre? Alors, vous pouvez nous joindre au 06 90 40 34 29. 40 34 29. Il y a aussi le site www.handidance-avio.com. Donc, il y a toutes les informations sur les rencontres et sur les formations qui se déroulent au niveau national et au niveau du territoire guadeloupéen. La prochaine formation aura lieu en novembre. En Guadeloupe. Ok. Oui. Donc, on dispense aussi des formations en distanciel. En distanciel. Oui. Tout est moderne maintenant. Oui. Donc, super. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau. Et merci à vous. Beaucoup de réussite pour cet événement. Merci beaucoup. On va faire notre deuxième pause publicitaire. On revient tout à l'heure. On va parler de la Journée mondiale du rein au CHU de la Guadeloupe.
À tout à l'heure. Et bonjour, nous sommes de retour sur le troisième plateau. Il est 13h31, troisième plateau du ZCL. On va recevoir tout à l'heure donc Nadège Montout qui est infirmière en unité d'hémodialyse, ainsi que le docteur Befanoto Kadoukaza, donc qui est néphrologue au CHU de la Guadeloupe. Ils vont nous parler de la journée mondiale du rein qui est le 14 mars, donc aujourd'hui. Mais d'abord, on va revenir sur l'information et justement sur le relais autour du monde. Et la ville de Sainte-Anne a pu participer à une course virtuelle dans le cadre des Jeux Olympiques. On voit un reportage de Solène Fèvre. C'est un événement de promotion des Jeux Olympiques sur la Guadeloupe. Donc c'est une opération qui s'appelle le relais autour du monde. L'idée, il y a 24 fuseaux horaires sur la planète. Donc on est actuellement en Guadeloupe et on a reçu le relais de la part de l'Uruguay sur le fuseau horaire précédent. Et pendant 1 heure, on fait des animations sur la plage, donc avec toute personne qui souhaite venir, animation aquatique, capoeira, de la danse, etc. Et l'idée, c'est de valoriser le sport à travers les Jeux Olympiques et Paralympiques. Étant donné que la ville de Sainte-Anne a envoyé ce message aux seniors, et à ce moment-là, je me suis précipitée pour venir m'inscrire et pour exercer les efforts que nous faisons en ce moment. Nous sommes retenus comme terre de jeu. Donc nous voulons effectivement transmettre et inciter la population, les jeunes, pour les faire comprendre que les Jeux Olympiques, c'est quelque chose de très important. Je crois pour la France, ce sera peut-être une fois, parce que faut tourner dans le monde, mais profiter de cette occasion, cette belle commune de Sainte-Anne, à accueillir le drapeau que j'ai personnellement porté il y a quelques mois, et maintenant le relais que je transmets à d'autres pays. C'est ouvert à tous, c'est gratuit, c'est toute cette semaine sur la plage de Sainte-Anne, donc nous on fait un focus là ce matin, mais c'est toute la semaine. Et l'idée, c'est de permettre aux gens qui le veulent de faire du sport. Je pense qu'on a un cadre magnifique avec la plage derrière, c'est exceptionnel. Et puis on a un groupe de gros cas, on a des éducateurs sportifs qui sont présents ce matin. Donc l'idée, c'est vraiment de permettre à tout le monde qui le souhaite de faire du sport le matin et d'être en bonne santé. Pourquoi pas un événement comme cela pour permettre aux Sainte-Annais ou qu'importe les gens de la Guadeloupe de participer. Comme ça, on sera beaucoup plus nombreux, bien sûr. Parce que comme c'est la première fois, c'est la première saison, alors beaucoup de gens n'ont pas su pour venir, mais autrement dit, c'est quelque chose de bien, surtout pour quand on a un certain âge. Ça, on profite. C'est pas trop dur, ça va? C'est un peu chaud, mais il faut faire avec. On aura d'autres exercices de ce genre. Il y a un planning d'exercices que nous ferons à Deauville, dans le bourg, dans la campagne, et que à tout âge, seniors, jeunes, qui peuvent venir aller dans ces manifestations. Et donc on va parler sport et santé justement en lien avec la journée mondiale du rein qui a lieu aujourd'hui donc au CHU. Une première activité a eu lieu ce mardi et on reçoit maintenant donc Nadège Montout, bonjour, infirmière à l'unité d'hémodialyse donc du CHU de la Guadeloupe, et le docteur Befanoto Kadoukaza donc qui est néphrologue, coordinateur du projet et chef de service en néphrologie au CHU de la Guadeloupe. Donc bonjour, bienvenue sur le plateau. On va parler de la maladie rénale. On peut déjà définir qu'est-ce que c'est que cette maladie rénale. On peut définir. Mais la maladie rénale, il faut savoir que c'est d'abord qu'est-ce qu'un rein. Donc il faut savoir qu'on en a deux. Oui. On a deux reins qui sont des part et d'autre de notre colonne vertébrale au niveau dans notre dos, mais c'est vraiment à l'intérieur, on ne les touche pas. Donc il faut savoir que généralement dans notre jargon on dit j'ai mal au rein. En fait, c'est la colonne vertébrale ou le bassin qui fait mal, c'est l'os. On ne touche jamais les reins. Et donc, les reins, ils servent à filtrer notre sang. C'est un peu la voirie de notre organisme. Donc, il faut savoir que les cellules, quand elles fonctionnent comme nous fonctionnons dans la nature. Elles produisent des déchets. Et les déchets se retrouvent dans le sang. Et le sang passe au niveau des reins. Et les reins jouent le rôle de les filtrer, d'enlever les déchets. Et ça soit à travers les urines. Donc les urines sont composées d'un excitant d'eau
et des déchets toxiques pour l'organisme. Donc quand les reins ne fonctionnent pas, donc comment on le sait? On ne va jamais sentir jusqu'à ce que le rein soit totalement détérioré. Voilà. Et donc, il faut faire des tests sanguins et urinaires pour pouvoir le savoir. C'est-à-dire qu'on va aller doser certains déchets comme la créatinine que le rein est censé éliminer tous les jours. Si jamais la créatinine monte dans le sang, en ce moment, ça interpelle que les reins ne fonctionnent pas. Et après, on peut aussi aller dans les urines, doser les protéines, le sang ou les globules blancs, qui ne sont pas des déchets toxiques, qui ne sont pas censés se retrouver dans les urines. S'ils se retrouvent dans les urines, ça veut dire que les reins, le filtre a un problème. Donc c'est comme ça qu'on sait. D'accord, donc c'est ça la difficulté principale, c'est de pouvoir dépister en fait ces maladies puisque c'est à bas bruit, d'après ce que je comprends, et que ça se diagnostique en fait suivant un bilan sanguin. C'est ça, c'est un silent killer, c'est-à-dire que vous ne sentez rien vraiment du tout, il n'y a pas de manifestation clinique des symptômes comme j'ai mal quelque part, non. Quand vous commencez à développer les symptômes, c'est quand vraiment le rein complètement ne fonctionne pas. C'est-à-dire que vous allez commencer à avoir fatigué, c'est que les déchets sont de trop dans votre organisme, le taux de sang va descendre. Là, c'est vraiment au stade où on doit trouver une solution de remplacement, soit la dialyse, c'est-à-dire que nettoyer votre sang par la machine, ou vous greffez d'un rein. Là, ça s'appelle la greffe rénale. Et ce n'est pas banal parce que la dialyse, c'est assez lourd comme traitement. Et la greffe aussi, on vous fait la greffe. Après, il faut prendre le traitement aussi à vie. Et donc, voilà, il faut éviter ça. Pour l'éviter, il faut aller en amont. C'est d'où la journée mondiale du rein, semaine nationale du rein qu'on fait chaque année pour aller dépister en amont. Donc justement, une personne qui ne sait pas qu'elle a une maladie rénale, comment elle peut se dire qu'il y a un problème? Je viens de dire, il faut aller au-delà. Il ne faut pas attendre de sentir est-ce que je suis malade ou pas. C'est pour ça que surtout quand on est à risque, il faut savoir que la moitié des gens qui dialysent ou qui sont greffés dans le monde, y compris en Guadeloupe, c'est soit le diabète, soit l'hypertension artérielle, ou les deux associés, plus de la moitié. En sachant que pour diagnostiquer le diabète ou l'hypertension, ce n'est pas compliqué, c'est de prendre le tensiomètre, prendre sa tension et faire un test de glycémie. Et donc, vous voyez, si vous voyez le médecin traitant au moins une fois l'année, s'il y a un problème, il saura. Et le médecin, il fait des check-ups, c'est-à-dire qu'il fait le bilan sanguin et urinaire, surtout les groupes à risque. Voilà. Donc, alors, l'insuffisance du coup rénale, ça concerne combien de personnes à peu près en Guadeloupe? Il faut savoir que l'insuffisance rénale chronique au stade de dialyse ou de greffe, c'est ça qu'on connaît. C'est-à-dire que c'est ceux pour qui ça ne fonctionne plus. Donc, on sait qu'ils sont à peu près 700 qui sont dialysés à sur l'archipel et il y a plus de 300 qui ont été greffés. C'est nous qui greffons sur les 3 territoires Antilles et Guyane, c'est-à-dire nous greffons les Martiniquais, la Guyane et la Guadeloupe. Et ceux qui sont greffés en Guadeloupe, ils sont plus de 300 qui sont suivis actuellement. Et quand on est greffé, est-ce qu'on est dialysé ou bien on n'a plus besoin du coup de la dialyse? Alors, c'est soit vous êtes greffé, soit vous êtes dialysé. Donc, on peut commencer la dialyse le temps de vous préparer pour faire la greffe, s'il n'y a pas de problème qui contre-indique, parce qu'il faut avoir la compatibilité. Sinon, l'idéal, c'est la greffe. Mais en attendant, il faut remplacer artificiellement les reins et c'est la dialyse. D'accord. Du coup, alors, Nadège Montou, quelles sont les activités et les événements qui sont prévus pour sensibiliser le public à cette maladie du rein? Oui, donc chaque année, il faut savoir qu'il y a la semaine du rein qui est organisée sur le territoire et plus largement au niveau du territoire national. Et donc, c'est l'occasion pour les professionnels de santé que nous sommes de pouvoir dépister, informer, faire de l'éducation à la santé qui relève de notre rôle propre, comme j'ai pour habitude de le dire, en tant qu'infirmière surtout, puisqu'on a tendance à perdre en fait ce rôle d'information et d'éducation à la santé, puisqu'on est notamment au CHU,
on a à prendre en charge des cas relativement lourds, donc nous n'avons pas forcément ce temps à consacrer à l'éducation à la santé. Donc on profite de ce type de journée et de ce type d'événements pour pouvoir justement remettre l'éducation à la santé au goût du jour. Et nous avons prévu donc au CHU de Guadeloupe 2 activités dans le cadre de la Semaine du Rhin. Donc il y a eu la journée porte ouverte donc, qui s'est déroulée mardi dernier au niveau du hall d'accueil du CHU. Et demain, on a prévu une activité sportive, toujours pour sensibiliser la population, donc à la pratique d'activités sportives, à l'éducation, donc l'hygiène de vie d'une manière générale. Donc, on a prévu l'activité sportive au CHU demain matin, demain vendredi 15 mars à 8h30, et qui sera encadrée par un éducateur sportif, donc un professionnel du sport. Justement, par rapport à la journée de mardi, quelles sont les questions que la plupart des gens qui viennent à ce type de journée se posent, ou vous posent en tout cas, en matière d'informations concernant la dialyse, par exemple, comment ça se passe? Quelles sont leurs interrogations? Donc, on a réalisé essentiellement mardi du dépistage. On a proposé justement, comme le médecin l'indiquait tout à l'heure, les 2 facteurs de risque pour l'insuffisance rénale, donc c'est le diabète et l'hypertension. Donc on a proposé du dépistage du diabète et de l'hypertension, donc on a fait des contrôles. Et c'est vrai que le public que nous avons reçu nous a demandé quels étaient les facteurs de risque ainsi que les éléments qui pouvaient conduire à l'insuffisance rénale. Et on a pu justement leur proposer un test urinaire qui permet de dépister justement certains éléments pouvant alerter en cas d'insuffisance rénale. Est-ce qu'il y a des réticences encore jusqu'à présent, vous pouvez répondre l'un comme l'autre, à la dialyse? Est-ce que la dialyse fait peur encore? Oui, la dialyse fait peur, de part quand même, et on sait que avant que je discutais avec les gens qui sont dialysés bien avant, ils disent que ils ont honte de dire quand même qu'ils vont à la dialyse. Donc parfois ils disent qu'ils vont à la plage. Donc la maladie reste un tabou. Alors que s'il y a et ça fait que, et il faut vous dire que chaque semaine, nous dans le service, puisque nous sommes le service de référence et surtout l'archipel, pour faire des diagnostics de maladies rénales et de les traiter pour prévenir, pour qu'ils ne dégradent pas jusqu'au stade de dialyse. Mais on reçoit chaque semaine des gens qui ne se connaissaient pas et on les amène aux urgences. Et quand on fait le bilan, on trouve que les reins ne fonctionnent pas totalement, qu'il faut les dialyser. Et on n'a pas mieux. Il y en a, même quand ils sont jeunes, 50 ans, ils sortent, ils refusent. Parfois, ils pleurent. Donc on en a qui sortent. Et donc on est même en train de réfléchir pour travailler avec les sociologues, pour travailler avec les psychologues et localement, parce que il faut comprendre quand même la psychologie localement pour pouvoir convaincre les gens à accepter quand même le traitement quand même, parce que quand on fait la dialyse, on peut mener une vie proche de la normale. Et vraiment, on peut avoir une qualité de vie, et quand on fait la greffe, pareil. Donc, vous voyez. D'où l'intérêt, pour compléter ce que le médecin disait, d'où l'intérêt de ce type d'action de sensibilisation, puisqu'il nous arrive également d'expliquer, voire même de simuler les séances de dialyse pendant la journée de sensibilisation, ce qui permet aux personnes qui viennent de voir comment cela s'organise et de palper du doigt la prise en charge qui est proposée aux patients dialysés. Et surtout, on explique que les technologies ont évolué, donc nous avons les outils nécessaires pour pouvoir leur proposer une prise en charge qui correspond à la réalité d'aujourd'hui. D'accord. Est-ce qu'il y a des défis particuliers justement par rapport au CHU de la Guadeloupe, de notre état, on va dire, sanitaire ici, pour les patients dialysés et pour vos pratiques? Les défis, c'est déjà, et comme on dit, innover, améliorer, puisque à chaque fois, c'est d'améliorer leur qualité de prise en charge, et ça fait qu'eux-mêmes, ils vont mieux se porter. Mais le défi, c'est pouvoir augmenter et la capacité de pouvoir greffer les gens, et d'abord augmenter le nombre de donneurs, parce qu'il y a beaucoup de refus quand il y a des gens, pour un oui, pour un non, ils ne peuvent plus vivre, et qu'ils peuvent donner leur de rein, qui peut sortir 2 patients de la dialyse. Il y a beaucoup de refus, il y a plus de 30%. Et donc, voilà, et donc on sait que un malade qui est inscrit sur la liste d'attente, c'est un malade sur 5 qui espère se faire greffer dans l'année.
Donc du coup, le défi reste de taille en ce sens-là. Et donc, et puis le défi, c'est pas de dialyser les gens. Notre défi, c'est vraiment de prévenir pour diminuer le nombre de gens qui en auront besoin. Et donc, du coup, c'est l'objectif aussi de dépistage, de la prévention, parce qu'il faut savoir que les territoires, l'archipel, comme la Martinique, comme la Guyane, l'Outre-mer, a le double de la prévalence de la maladie rénale. C'est-à-dire que nous, quand en France, c'est 5 sur 100 personnes qu'on peut estimer qui sont malades de rein, mais pas encore dialysées, sur le territoire, sur l'archipel, c'est 11 sur 100. Donc voilà, on a ce défi-là. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on mène l'information, pour que les gens à risque se connaissent et qu'ils puissent quand même aller voir les médecins traitants, que régulièrement ils se contrôlent. Si on découvre tôt, on peut ralentir, on peut empêcher qu'ils arrivent en dialyse ou on peut ralentir. Pas des traitements spécifiques et qu'on a toute cette capacité-là de poser des diagnostics histologiques, vraiment aller loin et donner des traitements spécifiques. Donc la prévention est vraiment très importante, d'où cette journée de demain pour sensibiliser aussi à l'intérêt du sport. Le lien sport-santé est vraiment du coup très important. Tout à fait. Donc, cela fait partie des conseils hygiéno-diététiques que nous prodiguons, nous en tant que soignants, quand nous prenons en charge les patients, notamment en matière d'éducation thérapeutique. Et là, on a justement prévu de leur montrer, enfin de donner l'exemple en quelque part en tant que soignant, parce qu'on a invité nos collègues du CHU à participer à la manifestation, tout comme l'année dernière. Cette activité a connu, on va dire, un succès auprès de nos collègues. Donc, l'activité, en tout cas l'animation, est ouverte aux soignants, aux patients, ainsi qu'au grand public. Donc, c'est vraiment une séance d'éducation très, très large. Donc, rendez-vous donc 8h30, ça va durer combien de 8h30 au niveau du hall d'accueil du CHU. Donc, c'est une séance d'activité classique qui dure en moyenne 1h à 1h30. Et donc, voilà, il y aura un professionnel donc, du sport qui va encadrer donc, l'activité et nous serons là en tant que soignants pour pouvoir renseigner éventuellement le public qui viendra et qui nous posera, notamment les patients, bien entendu, qui voudra savoir si, ils peuvent pratiquer, qui voudront savoir s'ils peuvent pratiquer ou pas. Une personne dialysée peut faire du sport? Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a l'activité sportive adaptée qui se développe aujourd'hui et même en séance de dialyse, nous pouvons proposer des activités sportives aux patients. Pendant la séance? Tout à fait. Ah, intéressant. Oui. Du coup, ce serait quel type d'activité Des activités, par exemple, qu'ils peuvent faire avec les jambes, voilà, qui ne sont pas forcément sollicitées pendant la séance, ou des appareils qui sont dédiés voilà, à leur situation. D'accord. Vous avez parlé d'éducation thérapeutique, justement, on a parlé sport. L'alimentation aussi est importante. L'alimentation, bien entendu. On a eu justement la présence mardi de la diététicienne qui prodigue des conseils en matière d'hygiène alimentaire. Et c'est vrai que c'est un point très important quand il s'agit de prendre en charge des maladies cardiovasculaires. D'autant plus qu'on a parlé que c'était le diabète qui était une des principales sources qui conduisait justement à ce type de maladie. Du coup, l'importance de l'alimentation est vraiment très importante, j'imagine. Oui, donc, et ceci m'amène quand même à rappeler quels sont les gens qui sont plus à risque. Nous tous, nous sommes à risque, mais c'est surtout quand on est diabétique, et on a l'hypertension, quand on a un poids qui dépasse la normale, qu'on appelle l'obésité, vous voyez. Donc, quand on a plus de 60 ans, parce que quand on a plus de 40 ans, les reins commencent à se fragiliser. Donc, quand on a plus de 60 ans, on est à risque. Quand on a des gens qui sont malades de reins, qui ont dialysé dans la famille, ça veut dire qu'on a quand même à risque. Quand on a des pathologies cardiovasculaires, quand on a pris des traitements anti-inflammatoires, comme ibuprofène, tous ces traitements-là, Voltaren, qui sont très toxiques pour le rein. Il y a des médicaments pour le cancer. Parfois, il y a des toxicités pour le rein. Donc, quand on est dans cette catégorie-là, il faut appliquer ce que moi j'appelle les 8 règles d'or pour se maintenir ses reins en bonne santé. C'est vraiment pratiquer une activité physique régulièrement. Manger sainement, ça dit que c'est manger moins salé, moins gras, moins sucré. Et essayer aussi
d'arrêter de fumer parce que la fumée, la nicotine, ça intoxique directement le rein. Donc, et puis, il faut boire suffisamment d'eau, surtout nous sommes dans une zone tropicale, c'est au moins 1,5 litre, 2 litres d'eau. Quand il fait chaud, il faut boire plus. Voilà, et donc si on est aussi à risque, il faut aller voir un médecin régulièrement, tous les 6 mois, tous les ans, faire un bilan qui comprend le bilan sanguin, le bilan urinaire, qui va doser la créatinine, les protéines, le sang, les globules rouges, globules blancs dans les urines. Et s'il y a une anomalie, le médecin n'hésite pas à vous adresser au CHU, qui est le centre de référence. On pourra pratiquer la biopsie rénale, on pourra savoir qu'est-ce qui se passe au niveau des reins. Quand on est vraiment en amont, on peut vous donner un traitement pour ralentir votre maladie, pour éviter la dialyse. D'accord, mais en tout cas, merci pour toutes ces informations et ça donne vraiment l'importance de prendre soin de soi et vraiment d'avoir un suivi comme il faut auprès de professionnels. Merci d'être venu sur le plateau. On va finir cette émission. Je vous rappelle que vous avez toujours des places à gagner pour le concert de Valérie Tribord qui a lieu ce soir au Ciné-Théâtre, donc qui sera avec JC Travis et Jean-Michel Rotin. Je ne sais pas si toutes les places ont été... Pas encore, donc vous avez l'occasion de pouvoir appeler le 96 10 10 pour pouvoir récupérer vos places pour ce soir. Voilà, pour aujourd'hui, donc, nous avons reçu Malika Godi, donc conseillère numérique à la CCI. Elle nous a parlé des formations pour les entrepreneurs, justement pour passer au digital, pour avoir cette transition numérique, des formations vous pouvez contacter. Donc, vous avez les contacts ici, téléphone, WhatsApp, à privilégier. On a vu avec Nathalie Jacobi-Coali, donc notre chroniqueuse, c'est à vous maître, qui nous a parlé de l'adoption et des différents types d'adoption, donc simple et plénière. Avec Célia Macabre, on a parlé de l'Andidance et de cette rencontre qui aura lieu le 19 mars, ainsi que la masterclass qui aura lieu le 21 mars, donc Petit Bourg, au Palais des Sports Laura Flessel, et c'est gratuit les 2 dates. Avec donc Nadège Montout, infirmière à l'unité d'hémodialyse, et le docteur Befanoto Kadoukaza. Donc on a parlé de la journée mondiale du rein au CHU, donc rendez-vous demain vendredi 15 à 8h30 pour l'initiation à l'activité sportive. Donc vraiment n'hésitez pas à y aller. Au niveau de l'information, on a parlé de la visite ministérielle donc qui a eu lieu, qui est en cours toujours, et donc de cet échange avec Guy Losbar, donc qui est attentive aux propositions des élus. On a parlé aussi du projet pour la biodiversité, donc Best Life 2030, des projets donc européens qui permettent de subventionner des projets qui vont soutenir et restaurer notre biodiversité. Il était question du concours de talents d'ici, donc 4e édition, donc avec Laurence Louisor Lascari, donc qui a remporté ce concours qui a eu lieu à Carrefour d'Estreland, et avec la course relais virtuelle, on a parlé sport justement à Sainte-Anne, la ville de Sainte-Anne qui a participé à cette course dans le cadre des Jeux Olympiques. Voilà pour aujourd'hui, donc il est 13h54, on va terminer notre émission. Ah oui, merci pour le rappel. Rentrez, soit-il rentré, il est déjà rentré. C'est La parole à Pays-là, donc à l'Espoupa les Créoles, donc extrait de l'ouvrage de Marie-Noël Rocoq et Moïse Benjamin. Est-ce qu'on a un focus aussi ? Yes, focus spécial Zoom, donc Kylian Mbappé, donc footballeur international français qui joue au poste d'attaquant au PSG, enfin jusqu'à maintenant. Il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde, reconnu pour la qualité des dribbles et son efficacité, sa vitesse exceptionnelle. Il a fait ses débuts en 2017 à l'âge de 18 ans. Lors de la Coupe du Monde de 2018, il devient le 2e plus jeune joueur après Pelé à inscrire un doublé en phase finale. Kylian Mbappé est parmi les sportifs les plus médiatiques, le plus suivis sur les réseaux sociaux, et également l'un des joueurs les mieux rémunérés au monde. Donc ça, c'était le focus du jour. Voilà pour aujourd'hui. Donc je vous souhaite un bon appétit si vous n'avez pas encore déjeuné. À la réalisation, c'était Jordan, et on se retrouve demain dans le ZCL.